Ah, il y a des journées comme ça. Il y a des journées, on les connaît tous, on les a tous vécues, où rien ne va. Hein, vous voyez exactement ce que je veux dire, le chat, où vous vous levez et vous savez que cela va être une journée compliquée. Vous le savez, on passe à travers, ça va pas. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer à Washington, parce que vous allez voir, ce n'était pas la seule chose, ce qui vient de se passer à Washington, c'est exactement ça. Mais en pire. Mais en pire pour Donald Trump, c'est vraiment une journée terrible. Parce que avant que la Cour suprême fasse son annonce, et vu la réaction de Trump lorsqu'il a été informé de la décision de la Cour suprême, et vu la- l'abattement de Donald Trump lors de sa conférence de presse, j'ai des doutes lorsqu'on dit que Donald Trump était au courant que la Cour suprême allait prendre cette décision contre lui. J'ai vraiment des doutes. J'ai vraiment des doutes. Il était à ce à ce déjeuner des gouverneurs que le président des États-Unis organise chaque année. On est dans la semaine, on arrive au discours du State of the Union qui va être extrêmement important Mardi. et intéressant. Et vous le savez, les juges de la Cour suprême, d'habitude, on va y revenir, d'habitude sont présents, pas forcément tous là, mais en tout cas, ils sont présents. Donc ça va être extrêmement intéressant. Mais je pense que Donald Trump, vraiment, a été pris de surprise. C'est aussi le problème lorsqu'on vit dans une bulle, lorsque vous êtes entouré, on le verra, je suis allé vous reprendre des déclarations il y a quelques mois. On est entouré de personnes qui vous expliquent qu'il n'y a aucune chance que la Cour suprême applique la Constitution parce que, en gros, vous êtes Donald Trump et que donc vous allez gagner ce cas-là. Mais au-delà de ça, la journée avait commencé de manière extrêmement compliquée pour Donald Trump sur tout ce qui touche à l'économie. Et pourquoi c'est important? Il y a déjà eu des mauvaises journées pour Donald Trump, mais depuis 2016, Donald Trump, c'est quoi? Donald Trump, et ça fait partie des stratégies, je sais que même Olivier Manoni nous en avait parlé comme étant une des stratégies électorales de Hitler en Allemagne. Depuis 2016, Donald Trump, sa stratégie est de dire I alone can fix it. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi, personne d'autre, quelle que soit la couleur politique, y compris dans mon parti, qui peut réparer ce qui ne va pas aux États-Unis, qui peut make America great again. I alone can fix it. Et dans le cadre de ce I alone can fix it, depuis 2015, le début de sa campagne, Donald Trump avait deux chevaux de bataille. Un, l'immigration. Je suis le seul en mesure de réparer les crises migratoires, la frontière, etc., etc. Donc du coup, comme je suis le seul, vous devez accepter mes conditions parce qu'il n'y a que moi qui peux vous sauver. On sait qu'aujourd'hui, sur cette question de l'immigration, Donald Trump est violemment rejeté par l'opinion publique américaine. On sait que la semaine dernière, ICE, via l'intermédiaire de Tom Homan, a annoncé qu'ils allaient quitter Minneapolis. Un échec extrêmement important parce que la politique de ce mass deportation est rejetée par une vaste majorité d'Américains, y compris des républicains, y compris certaines personnes de la base de Donald Trump. Et le deuxième cheval de bataille de Trump, donc, c'était l'économie. Je suis un ancien homme d'affaires qui a transformé tout ce qui était autour de moi en or, hein, c'est son discours. C'est quelque chose que l'émission The Apprentice lui a permis, une espèce de légende que l'émission lui a permis de forger. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est toujours entouré d'or, parce qu'il projette dans cette espèce de communication visuelle l'idée que
c'est quelqu'un qui a cette espèce de don magique de transformer tout en succès. Et donc, il allait faire pareil avec l'économie. Et aujourd'hui, sur ce deuxième aspect du I alone can fix it, Donald Trump est également en échec. Il est également en échec. Et cette décision de la Cour suprême, en fait, vient valider cet échec-là. Mais vraiment, ce n'est pas le seul aspect qui, aujourd'hui, est venu faire flancher encore plus la statue de commandeur de Donald Trump. Ce matin, on a appris, par exemple, que l'inflation, Donald Trump, évidemment, tous les jours, hier soir encore, il était en Géorgie et j'ai suivi ce meeting-là, et il est toujours dans le même mensonge en espérant que c'est à force de répéter ce mensonge que les Américains le prendront pour une vérité, même si à la fin, c'est l'Américain, et c'est pour ça que ça ne marche pas, cette stratégie qui a longtemps marché pour Donald Trump. Ça ne marche pas parce que ce sont les Américains qui payent les factures. Donc, lorsque Donald Trump leur dit les prix, plus personne ne parle de la question du coût de la vie, hein, c'est ce qu'il a dit hier en Géorgie. Plus personne ne parle de la question du coût de la vie parce que ce n'est plus un sujet. Les prix n'ont jamais été aussi bas de l'histoire des États-Unis. L'économie n'a jamais été aussi bien de l'histoire des États-Unis. Et lorsque vous êtes un consommateur américain, une mère de famille, un jeune américain, un retraité américain, vous savez que c'est exactement le contraire. Donc, il n'arrive pas à imposer ce mensonge. Et donc, ce matin, la décision de la Cour suprême, en fait, c'est la troisième mauvaise nouvelle de la journée pour Donald Trump. Ouais, c'était 10 heures du matin du côté de Washington et c'était déjà la troisième mauvaise nouvelle majeure de la journée. Première mauvaise nouvelle, donc, le fait que l'inflation n'est pas contrôlée et que on assiste à un réchauffement des prix. C'est-à-dire que il y a une forte probabilité que l'inflation, dans les mois prochains, y compris très rapidement, reparte à la hausse. Donc ça, déjà, lorsque vous avez une élection qui arrive et que dans le cadre de cette élection, si vous la perdez, vous allez vous retrouver non seulement dans la position dans l'MDUC, mais aussi menacé par des enquêtes, vous, votre entourage, votre famille, par des enquêtes sur la corruption, sur l'abus de pouvoir, sur l'affaire Epstein. Déjà, cette nouvelle-là, c'est une très mauvaise nouvelle. Et puis, on va aller sur Fox News, sur Fox Business, exactement, lorsque on est venu annoncer le pourcentage du PIB, progression du PIB aux États-Unis. Vas-y, Thomas. And while I don't want to comment on I'm still getting some of this data flowing in, Maria, but I got to start with the GDP read. This is the first reading of fourth quarter GDP. We came in at 1.4%. This is even below the range of expectations that we got for fourth quarter GDP. The expectation was 3%. We came in at 1.4%. We were just looking here in the studio at Atlanta GDP Now, which is sitting at 3%. I do want to add, though, again, as you know, this was the shutdown. We had a 43-day government shutdown in this quarter. That is certainly going to be one of the issues here. Now, let's go back to what we're seeing as with regards to the other pieces of data, Maria. Let me give you personal income. That came in at 0.3%. That is in line with expectations. Spending, 0.4%. Voilà. On annonce le PIB pour le quatrième trimestre de l'année dernière. Je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs interventions. De l'entourage de Donald Trump pour expliquer qu'il fallait attendre ce fameux 4Q pour voir les effets de la politique de Donald Trump. Et donc ce chiffre de 1,4, alors que les attentes les plus pessimistes estimaient
que l'on serait à 3%. Ce chiffre est tellement mauvais que je ne sais pas si je t'ai mis l'extrait, en tout cas à un moment je l'avais sélectionné, que Maria Bartolomeo, qui est donc la star de Fox Business, qui est une alliée de Donald Trump. Donald Trump, à un moment, se disait même qu'elle pouvait devenir potentiellement sa colistière, a du mal à croire au chiffre. Elle pense que ce chiffre-là, Ça peut il pas être doit ça. y avoir une erreur. C'est pas possible. Vas-y, Thomas. I'm still getting some of this data flowing in, Maria, but I got to start with the GDP read. This I mean, I'm skeptical too because you had a close to 5% number just a few months ago, and now you're talking about 1.4%. You know, markets are on the move. The Dow is down 115, but if you have a slower economy and you have wouldn't that indicate that the Fed would want to lower interest rates, although the PCE being hotter than expected, perhaps it changes the Fed's directory. What does this say to the Fed in terms of... Moi aussi, je suis sceptique parce qu'il y a d'autres bons chiffres. Je vous rappelle que très souvent, elle a interrogé Donald Trump récemment, où Donald Trump a avancé ces fameux pourcentages en effet d'annonce, en disant voilà, on va passer à 5%, il va y avoir une croissance. Certains pensaient même que la croissance irait jusqu'à 8%. 8%, 1,4. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire, on va voir le titre de CNN, que l'économie américaine est en plein ralentissement. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Américains. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Donald Trump et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le monde lorsque l'économie américaine ralentit à ce point-là. Donc d'un côté, aujourd'hui, la journée de vendredi a débuté par l'inflation repart à la hausse, l'économie connaît un ralentissement majeur. Et je vous rappelle, on est dans une année électorale. Et puis, il est resté le troisième point. Ce troisième point qui, d'après Donald Trump, il était à peu près le seul, Donald Trump et sa administration, qui était une balle magique, qui étaient les frais douaniers, qui, selon lui, allaient enfin apporter leurs fruits et relancer l'économie et nous faire tous rentrer la main dans la main, Cody, dans le Golden Age. Ah oui, Liberation Dans Day. le Golden Age. Et puis, CNN, on est juste après 10 heures ce matin et la Cour suprême vient de frapper. Vas-y, Thomas. I mean, I'm skeptical too because you had a close to 5% number just a few months ago, and now you're talking about 1.4%. You know, markets are on the move. The Dow is down 115, but if you have a slower economy and you have, wouldn't that indicate that the Fed would want to lower interest rates? We do. We've got a very fractured opinion, but initially what it says, we know it's authored, the primary opinion, by the Chief Justice, and says essentially that this IEPA, this law that grants the president emergency powers, did not, it looks like by this first blush reading by Justice, the Chief Justice here, does not give him the power to levy these tariffs that he's levied. Part of this initial opinion says, the words regulate and importation, the president says that gives him the independent power to impose tariffs on imports from any country, any product, any rate, any time. These words, it says, cannot bear such weight. We know we've got a dissent by Justice Kavanaugh, by Thomas and Alito, it looks like, and those were the three we thought during the arguments, if anyone would be persuaded to allow the president to move forward with these tariffs, they would be the ones to do it. So at first blush, like I said, there are multiple parts and concurrences to this opinion, but it looks like what the primary holding is going to be is that these tariffs cannot be used in the way that the president had tried to use them. Let me get you to the closing paragraph that we have in this initial opinion here. It says, the president asserts the extraordinary power to unilaterally impose tariffs of unlimited amount, duration, and scope in light of... Donc, ce n'était pas CNN, c'était Fox News. On avait les deux vidéos, mais on va se contenter de celle de Fox News. Et ce qui était assez intéressant, c'est
Fox News qui tout de suite passe en mode défensive, évidemment, en expliquant que c'est une décision un petit peu confuse, qu'on n'arrive pas forcément à savoir ce qui s'est passé, que c'est une décision qui divise la Cour suprême pour finalement dire, ben voilà, les tarifs de Donald Trump, les frais douaniers de Donald Trump viennent d'être retoqués par la Cour suprême et c'est une décision définitive. On va le voir de manière plus claire. On va regarder ce titre je crois que c'est de CNBC, qui dit plus clairement que c'est un échec majeur pour Donald Trump. On va à NBC News. Donc, vous l'avez de manière beaucoup plus claire que Fox News. Hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est un major blow. Il n'y a pas d'autre manière. Alors, je sais que politiquement, on essaye toujours de transformer des défaites en victoires, mais c'est une défaite majeure pour Donald Trump. Et d'ailleurs, quand on va rapidement apprendre la réaction de Donald Trump, quand on va l'informer, la première chose que l'on apprend, c'est que on vient lui glisser un mot, il est dans cette cérémonie officielle à la Maison-Blanche avec les gouverneurs américains. Il utilise ce mot qui est extrêmement fort de disgrace, donc une honte. Et puis, on va écouter la journaliste de Fox News, de CNN, qui a suivi ce moment-là, qui a vu la réaction de Donald Trump et sa première réaction qui va tout de suite contre la cour, contre la justice aux États-Unis. About this. Yeah, Pamela, we still have no official reaction from the White House or President Trump. We are waiting. I am told that they are meeting, discussing how they are going to respond. But we have learned more about what happened in the room when President Trump was with those governors and he learned of the Supreme Court decision. Apparently, the breakfast had been going well. They were working together. And then President Trump became enraged. He started ranting about the decision, not only calling it a disgrace, but started attacking the courts, at one point saying, "These effing courts," but using the actual language there. We know that President Trump does use expletives quite often when he is enraged in particular. Now, this, of course, comes as this tariff policy, this could not be a bigger decision for President Trump. This could not be a bigger loss for President Trump. Not only is so much of his economic agenda based on these tariffs, so much of his foreign policy is based on these tariffs. He has used these tariffs as leverage in almost every meeting that he has had around the world. He has touted them as the most important part of the economic agenda. So clearly a huge loss, and he recognizes that today. Pamela? All right, Kristen Holm. Wow. Ouais. Wow. Ouais. Donc, est-ce que j'ai bien compris, Cody? Donc, non seulement ils ont fait sortir les journalistes pour faire cette réunion un petit peu d'urgence, sans savoir comment on allait répondre. La manière de répondre, ça a été cette conférence de presse qui a débuté, on est habitué, avec un quart d'heure de retard, mais donc ça a été la réponse. Et pas de répondre sur le fond, parce qu'on le savait lors de nos tentatives d'émission en direct, lorsqu'on attendait cette décision, je vous avais expliqué qu'il existe des alternatives qui sont extrêmement limitées. On va y revenir dans quelques minutes. Ne croyez pas que ce qui existe, c'est des bonnes nouvelles pour Donald Trump et que tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ce n'est absolument pas le cas. Et puis, donc, l'utilisation, hein, c'était ça qu'on dit du mot « enrage ». Oui, ce truc de dire que Trump a pété les plombs. Mais c'est déjà des scènes qu'on a vues, même en public. Je pense à cette visite à l'usine Ford où il a insulté plusieurs fois un ouvrier et ensuite lui a fait un bras d'honneur. Ouais. Doigt d'honneur. Un doigt d'honneur, oui, pas tout le bras. Mais l'intention était l'intention y était. Mais là, en plus de se dire, OK, les frais douaniers, comme ça t'est expliqué, c'est que c'est quelque chose qui est clé, qui est vital pour Trump et sa politique. De dire que la réaction a dû être, mais vraiment violente, quoi. Et il y a l'utilisation donc de ce F-word et lorsqu'il s'est attaqué aux tribunaux, pour lui, c'est les premiers responsables, ce sont les juges.
et on va revenir très rapidement là-dessus, ce point qui est mis en avant d'expliquer qu'au-delà de la décision économique, et de toute façon, on sait qu'économiquement, ça ne marche pas, hein, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses ce matin dans le traitement, mais on a oublié de revenir que lorsque Trump part dans son I alone can fix it, il dit, ben voilà, si on prend les tarifs douaniers, au-delà de l'enrichissement de chaque Américain, ça va, par exemple, faire diminuer le déficit commercial. Ça fait partie, hein, ce fameux trade deficit, c'est vraiment le point qui est mis en avant par l'administration Trump, et les chiffres ont été publiés il y a quelques jours. Le déficit commercial aux États-Unis est monté à 901 milliards en 2025, et c'est un des plus hauts déficits commercial de l'histoire des États-Unis. Donc, ça a eu l'effet contraire. Donc, c'est évidemment économiquement, mais aussi, et c'est un des points les plus importants, c'est que c'est un outil politique pour Donald Trump. Et on va le voir, ça a compté dans la décision de Donald Trump, de la Cour suprême, du fait qu'il explique qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. On est dans une situation de conflit, de menaces, etc., etc. Donc, je prends ces pouvoirs-là, mais il change d'avis en permanence. On a vu cet effet TACO, et il utilise, je vais vous redonner un exemple que vous connaissez bien, nos amis de la Suisse, il s'en vantait il y a encore une dizaine de jours, où il expliquait qu'il est en conversation téléphonique avec la première ministre de Suisse, qui lui tient tête. Et évidemment, Donald Trump ne supporte pas, un, qu'on lui tienne tête, et deux, lorsqu'en plus c'est une femme, c'est absolument terrible. Et il dit, voilà, j'ai pas aimé la manière dont on a parlé, et du début à la fin de la conversation, on est passé de 30 à 39% de frais douaniers. Et tout ça, c'est la politique de Donald Trump, c'est obtenir par la menace, c'est son levier, et c'est quelque chose qui a évidemment pesé sur lui. Et c'est pour ça qu'au début d'émission, je vous dis que tout ça va avoir un impact sur Trump. C'est que son équation de prise de pouvoir, de réussite, ce qui a été préparé pendant 4 ans entre son départ de la Maison-Blanche et son retour à la Maison-Blanche, qui a été préparé, entre autres, dans le cadre du projet 2025, mais pas que, et qui a été mis en place les 6 premiers mois. Vous en êtes rendu compte, ce rythme effréné de la présidence Trump sur les premiers 6 mois, c'est parce que ces premiers 6 mois, jour par jour, heure par heure, avaient été écrits en avance. Mais lorsqu'on prévoit quelque chose, il y a une notion qu'on n'arrive pas à contrôler, qui est la réalité. Et donc, lorsqu'on revient du Ireland can fix it, Donald Trump avait prévu, pendant 4 ans, on avait travaillé sur un plan qui était, et les deux sont interliés, qui est sur la question économique, l'utilisation des frais douaniers pour réussir à baisser le déficit commercial et à faire rentrer de l'argent aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'était son plan de mass deportation. Et retour à la réalité, s'est rendu compte que oui, vous pouvez faire le meilleur plan, vous pouvez prévoir la meilleure chose. La réalité, c'est que, par exemple, sur la question de l'immigration, le peuple américain n'est pas prêt, n'a pas compris le mot mass deportation comme Stephen Miller et Donald Trump l'entendaient. Et ils n'ont pas compris le mot Golden Age comme la manière dont Donald Trump l'attendait, qui est effectivement, pour Trump et ses alliés, ses amis milliardaires et ses amis politiques, nous vivons dans le Golden Age. Si aujourd'hui, vous gagnez près d'un demi-million de dollars par an aux États-Unis, vous avez une vision assez optimiste de l'avenir. Pas si vous êtes en dessous. Et donc,
C'est tout ça qui vient de s'effondrer. C'est tout ça qui vient de s'effondrer. L'administration Trump et Donald Trump lui-même, d'où sa réaction, d'où son visage, vient de se prendre un mur en pleine face. Ce mur, on va le voir avec ces 2 unes, hein, pour vous montrer l'impact, ces 2 unes de Drudge, qui évidemment est cet agrégateur de la droite américaine. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a aucune ambiguïté dessus. On parle de humiliation pour Trump, hein. Donc on comprend sa réaction qui est chroniquée par CNN, en disant qu'il y a cette question, et on va y revenir, de ces 175 milliards qui doivent être remboursés. 175 milliards. Et puis, pour la petite histoire, ça ne comprend pas ce chiffre-là. Ces personnes qui, et on vous les a souvent montrées, qui reçoivent ces emails de crowdfunding de la part de l'administration Trump. On en a 2, Thomas, sur funding, à mon avis, où ils demandaient de l'argent pour que on se mette en ligne d'attente pour avoir son fameux chèque de dividende sur les tarifs. Signez ici et on va vous envoyer votre chèque. Est-ce que vous voulez votre chèque maintenant? C'est grâce aux frais douaniers. Alors là, est-ce qu'on va demander la... Et en attendant, évidemment, le discours derrière ça, c'était en attendant, donnez-moi de l'argent pour que je puisse continuer à avancer. Donc ça, c'était la première une de Drudge. Je pense qu'on en a une deuxième pour vous montrer comment l'évolution de la journée avec donc ce qu'on vient de vous montrer. Donc ces tarifs sont illégaux. Le président, en pleine crise de rage, en traitant ces satanés cours. Donc ça, c'était l'introduction, l'apéritif avant la réponse de Donald Trump, qui était donc cette conférence de presse. On va faire une petite pause et on va revenir sur ce moment. Et je le répète encore, et je veux que vous le gardiez en tête tout au long de ces extraits, ces moments où, et c'est rare, on a face à nous, malgré la colère, malgré les formules préparées par son équipe, malgré les éléments de langage, on a face à nous un homme atteint et brisé. À tout de suite. Je vous ai montré les heures avant la décision de la Cour suprême, qui est tombée. On va évidemment en analyser certains extraits, certains moments qui sont importants et certains qui dépassent, et c'est ça, d'après moi, la véritable leçon, qui dépasse les frais douaniers et qui rappelle les règles du pouvoir présidentiel. Et je pense que du côté de Donald Trump, c'est quelque chose, évidemment, il ne l'a pas mis en avant pendant sa conférence de presse, mais c'est quelque chose que ses conseillers ont dû immédiatement lui dire en disant « les difficultés ne font que commencer ». Les difficultés ne font que commencer. Donc, on va évidemment regarder ça. Et donc là, on va ouvrir ce chapitre sur la réaction publique de Donald Trump. Cette conférence de presse, donc pour vous compreniez bien, elle était prévue pour je crois que c'était 11h45 ce matin à Washington, en retard, la salle pleine à craquer, correspondants étrangers, correspondants américains, salle pleine à craquer, une scène qui est éclairée différemment que d'habitude, qui rajoute peut-être aussi un côté solennel, mais on pense en tout cas, on constate qu'il y a eu une volonté de scénarisation de ce moment-là. Et puis, Donald Trump arrive. Alors, je vous avais publié un petit message avant, je suis désolé, j'aurais dû écrire spoiler alert dessus, parce qu'au bout de quelques années, on le connaît bien, notre Trump, et donc en vous disant, il va attaquer les juges, il va présenter ça comme une victoire, il va expliquer que sans les tarifs, l'économie américaine va s'effondrer, que ça va être la fin du monde, en gros, et qu'il va de toute façon utiliser des nouveaux mécanismes qui sont mieux
que celui qu'il utilisait avant. Hein. Ça, évidemment, on va se demander pourquoi alors il ne les utilisait pas avant, mais on n'est pas dans cette logique. Et donc, il est arrivé. Et la première chose, vous allez le voir, il s'en est pris à la Cour suprême et aux juges de la Cour suprême. Vas-y, Thomas. About this. Yeah, The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh for their strength and wisdom and love of our country, which is right now very proud of those justices. When you read the dissenting opinions, there's no way that anyone can argue against them. There's no way. Donc, il y a un aspect qui est extrêmement intéressant. Il y a un parallèle à faire. Parallèle extrêmement troublant à faire. Donc, il débute sa conférence de presse et on va le voir, sa conférence de presse, à ce moment-là, passe de partout. Je pense qu'on a cette photographie de tous les écrans. Hein, on est en breaking news de partout. Elle est aussi diffusée à l'étranger parce qu'effectivement, elle a des répercussions, cette décision a des répercussions mondiales. Et donc, Donald Trump choisit de rencontrer cet événement en attaquant. Ça va Thomas, parce que je vois plein de choses sur l'écran. C'est réparé et tout. Voilà, merci. En attaquant son propre système judiciaire. Et d'ailleurs, on va voir, une petite parenthèse, que c'est aussi le sens de la seule déclaration de J.D. Vance. C'est d'accuser les représentants de la loi, la Cour suprême, d'être lawless, d'être hors la loi. C'est évidemment extrêmement dangereux ce genre de discours et on va voir comment on vous avait raconté plusieurs fois, on vous avait même montré les extraits de ce podcast que J.D. Vance auquel il avait participé 3 ans avant d'être le candidat choisi par Trump pour le poste de colistier, où il avait dit que de toute façon, la Cour suprême, au bout d'un moment, les limites de la Cour suprême, c'est qu'elle n'avait pas le pouvoir d'appliquer ses décisions, en laissant entendre que donc le président des États-Unis n'était pas obligé de suivre une décision, vu qu'il n'y avait pas une force aux États-Unis qui permettait à ça. Et lorsqu'on lit ces mots-là et qu'on a ce sentiment que c'est une attaque contre la Cour suprême, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant et qu'on va être obligé de suivre dans les jours prochains. Mais je voudrais qu'on revienne à Donald Trump et sa déclaration. Donc ce moment où le monde entier et tous les États-Unis évidemment suivent, il décide pas de le débuter sur les frais douaniers, mais de le débuter contre une attaque contre l'autorité suprême aux États-Unis, où d'ailleurs en attendant les suivants, 3 des juges ont été nommés par Donald Trump lui-même. Et dans cette attaque, il va utiliser un terme extrêmement important. Il va leur reprocher de ne pas avoir eu le courage. De ne pas avoir eu le courage, sous-entendu, de ne pas respecter la Constitution. Ça nous rappelle quelque chose. Ce qu'il leur demandait, c'était de ne pas respecter la Constitution. Je vous rappelle que ce processus de rejet de la Cour suprême vient au terme comme n'importe quel texte, de décisions judiciaires, de cours d'appel qui ont toutes rejeté l'utilisation de Donald Trump des pouvoirs présidentiels, de son pouvoir présidentiel. Donald Trump, pour résumer de manière très simple, dit que nous sommes aux États-Unis face à une situation d'urgence, face entre autres à la menace de l'immigration. C'est la base de sa politique, c'est ce qui justifie toute
sa politique, c'est de dire on est en sorte de guerre avec une menace intérieure et une menace extérieure. Et donc, j'ai besoin de pouvoir présidentiel parce que normalement, c'est dans la Constitution, c'est le Congrès, les élus du Congrès qui ont ce pouvoir-là. Et donc, Donald Trump, avec la complicité du Congrès, avec la complicité des républicains du Sénat et des républicains de la Chambre des représentants, avait pris ce pouvoir au Congrès en disant non, on est dans une situation quasiment de guerre et donc c'est moi qui vais faire ça. Et c'est ce point-là qui a été attaqué et où Donald Trump a perdu. Et donc, en lui rappelant que la Constitution, je pense qu'on a la première page de Scotus, Thomas, que la Constitution est très claire sur qui a la possibilité d'utiliser les frais douaniers, les fameux tarifs. Et donc, Donald Trump dit ils n'ont pas eu le courage de ne pas respecter la Constitution pour moi. C'est des mots extrêmement graves parce que, vas-y Thomas, tu disais que ça te rappelait quelque chose. Ah oui, c'est un rappel. La dernière fois, je crois que c'est la seule autre fois que Trump a utilisé cette expression, mais c'était aussi un moment tournant de la démocratie américaine. C'était le 6 janvier, c'était la motivation de parler du manque de courage de Mike Pence, cette fois-ci, des élus républicains qui ne voulaient pas lui donner le pouvoir et qui avaient un manque de courage. Et quelques instants plus tard, après, on avait cette foule qui a descendu, attaquer la démocratie. Exactement. En fait, c'est la troisième fois qu'il utilise cette formulation parce que je suis allé chercher, j'avais fait un tweet à ce moment-là. C'est la deuxième fois qu'il l'utilise pour la Cour suprême, figure-toi. La première fois, c'était de reprocher, donc comme tu l'as dit, et c'est vraiment la première référence qui vient en tête, c'était à Mike Pence de ne pas avoir eu le courage de ne pas respecter la Constitution et de lui donner la présidence le 6 janvier 2021. La deuxième fois, c'était à la veille de l'annonce de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle, en disant qu'il espérait que la Cour suprême aurait le courage de lui donner cette immunité, parce que sans immunité présidentielle, un président ne pouvait rien. Et ils ont eu ce courage cette fois-ci-là. De lui donner partiellement, donc il n'en a plus parlé. Et donc là, on est revenu dans cette logique. Et que Donald Trump débute son moment par cette attaque en utilisant, et ce n'est pas un fait de hasard, la même formulation en disant que ces juges n'ont pas eu le courage de faire ce qu'ils devaient faire et que donc c'est une décision profondément honteuse. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais des juges que Donald Trump a nommés. Il y a eu une question à un moment qui lui a été posée, je pense qu'on a cet extrait, Thomas, où on lui demande s'il est déçu du fait que les deux des juges qu'il a nommés ont décidé de voter contre sa demande en la considérant anticonstitutionnelle. Vas-y, Thomas. Justices Gorsuch and Barrett, are you surprised in particular by their decision today? And do you regret nominating them? I don't want to say whether or not I regret. I think their decision was terrible. Yeah. I think it's an embarrassment to their families. You want to know the truth? The two of them. Yeah. Voilà, donc ça c'est du Trump habituel, c'est-à-dire qu'il fait une réponse normale et puis il a ces 2-3 secondes de réflexion, il se dit non, il faut que je termine par quelque chose de fort, une insulte, et donc il explique que non seulement il est extrêmement déçu, mais que ce qu'ils ont fait, c'est une honte pour leur famille. Donc il y a cette dimension toujours de chien d'attaque. Et là, on va écouter à la fois Donald Trump, mais je vais vous demander de vous concentrer sur le ton de Donald Trump, la cadence de Donald Trump, l'attitude de Donald Trump, lorsque
il explique qu'il ne comprend pas cette décision et il donne sa définition du pouvoir présidentiel en disant qu'il a tous les pouvoirs, qu'il peut détruire, vous allez voir, hein, il peut détruire d'autres pays, et donc évidemment on va y penser par rapport à ce qui va se dérouler très vraisemblablement dans les prochains jours, mais que malgré tous ses pouvoirs, on ne lui donne pas le droit de mettre des tarifs douaniers et que évidemment il ne comprend pas ça. Vas-y Thomas. Justice is fortunate. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. Because that's not what it says. And that's not the way it even reads. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. So I'm allowed to destroy the country, but I can't charge them a little fee. I could give them a little 2-cent fee, but I cannot charge under any circumstances. I cannot charge them anything. Think of that. How ridiculous is that? I'm allowed to embargo them. I'm allowed to tell them you can't do business in the United States anymore. We want you out of here. But if I want to charge them $10, I can't do that. It's incorrect. Their decision's incorrect. But it doesn't matter because we have very powerful alternatives that have been approved by this decision. You know, they've been approved by the decision. Voilà, donc je sais que c'est peut-être difficilement perceptible et c'est à force de l'expérience d'écouter et de regarder Donald Trump, mais ce sont des moments comme ça où il lit des notes. Hein. C'est des notes d'ailleurs, si vous l'avez retrouvé l'intégralité de la déclaration de Donald Trump, la première partie, il a posté, du moins, quelqu'un l'a posté pour lui au même moment qu'il parlait sur Truth Social. Je mets quiconque au défi d'aller lire ce truc-là. Thomas, tu peux nous montrer sur Truth Social à quoi ça ressemblait. Voilà le genre de message de Truth Social. Ça, c'est qu'une partie. Ah, mais le Dow a dépassé les 50 000. Il l'a redit. Ouais. Tu vois, deux pages de n'importe quoi. Donc ça, c'est sa déclaration préliminaire. Et donc, même s'il lit un message, il y a quelque chose dans son ton, il y a quelque chose dans cette épaule qui est plus basse que l'autre, dans ce discours corporel où il ne veut pas être là. Regardez, il est de 3/4, hein, il ne veut pas être là, où il est mal et il ne comprend pas parce que sa définition du pouvoir, c'est quelque chose qu'il avait vécu lors de son premier mandat en arrivant comme un PDG qui ne tenait pas compte des lois. Je vous rappelle les multiples condamnations de Donald Trump, PDG de la Trump Org. C'était de se dire, non, mais vous êtes président des États-Unis, ouais, vous êtes chef du monde, comme certains disent, mais dans la réalité, non. Il y a un texte, il y a des lois à suivre. Et c'est quelque chose, on voit, c'est le cœur de la difficulté de Donald Trump. Aujourd'hui, il n'accepte toujours pas ça. Toujours pas ça. Et justement, parlons 2 secondes du pouvoir présidentiel. Je vous ai dit... Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement important dans ce texte-là. Thomas, tu peux nous montrer, c'était cet extrait. Cette décision de la Cour suprême a été écrite et a été pensée pour limiter les futurs excès de Donald Trump. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais c'est un cas maintenant vraiment de jurisprudence. Donc, sur la définition des statuts d'urgence et de cette application. C'est le cœur de la politique de Donald Trump. C'est le point qui est utilisé pour faire une intervention au Venezuela, pour bombarder des bateaux, pour expulser des Américains, pour revenir sur le 14e amendement et le droit du sol contre le droit du sang, c'est de dire nous sommes dans une situation de guerre. C'est le plan de Stephen Miller,
c'est écrit dans tout ou presque les executive orders de Donald Trump depuis le 20 janvier 2025. Et là, il y a ce rappel de cette utilisation abusive de ce terme du statut d'urgence, en expliquant que de manière très claire, un statut d'urgence est un statut d'urgence. C'est quelque chose d'extrêmement rare et qui doit être mis en avant par une réelle urgence, une réelle menace, une réelle crise, et pas ce que Donald Trump définit comme une crise. Et d'ailleurs, sur cette question, on va retourner quelques mois en arrière, lorsque on attendait un de ces matins, je crois que c'était en janvier dernier, lorsqu'on attendait la décision de la Cour suprême, qui n'était pas venue, vu qu'elle est venue aujourd'hui, Scott Bessent était sur Fox News, et lorsqu'on lui demande « Mais ok, c'est quoi l'urgence ?» Vous allez voir qu'il n'est pas capable de répondre, parce que cette urgence est fabriquée. Vas-y Thomas. Waiting the High Court's decision. What is the national emergency that justifies these new slate of tariffs? The national emergency is avoiding a national emergency. That it is a strategic decision by the president. This is a geopolitical decision, and he is able to use the economic might of the U.S. to avoid a hot war. So why wouldn't we do that? You know, same thing. Donc, non seulement Scott Bessent n'est pas capable de définir c'est une urgence, mais en gros, il est en train de dire que, et si en fait, donc on part dans cette interprétation du droit présidentiel, et si Donald Trump était dans la réalité autorisé à utiliser ce qu'il appelle la puissance de l'économie américaine, donc ses frais douaniers, de manière préventive, en disant, bah tiens, utilisons des pouvoirs d'urgence pour empêcher une situation d'urgence. On est en plein dans l'abus de pouvoir. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Cet extrait que l'on vient de voir, je vous promets qu'à un moment ou un autre, parce qu'il y aura d'autres cas qui iront devant la Cour suprême, qui n'auront absolument rien à voir avec les frais douaniers. Certains auront, parce que Donald Trump veut continuer à aller dans cette direction de frais douaniers. Cette définition de ce statut d'urgence et cet abus de ce statut par l'administration Trump reviendra. Il y a un autre point qui est extrêmement important et qui a contribué la Cour suprême de remettre en question la réalité de cette urgence, c'est le fameux côté TACO. Cody, tu peux nous rappeler ce qu'est un TACO? Trump always chickens out. Trump n'a jamais le courage où il va annoncer quelque chose et ensuite, à la dernière seconde, ça n'arrive jamais. C'est comme à chaque fois qu'il dit « Ok, on va poursuivre le Wall Street Journal pour 10 milliards de dollars parce qu'ils ont sorti cette fausse carte d'anniversaire et ensuite, il n'y a jamais un procès parce que la carte est vraie. » Ouais, donc le fait qu'il change toujours d'avis. Et donc, regardez cet extrait dans la décision de la Cour suprême pour démontrer qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'urgence et que Donald Trump utilise les frais douaniers pour autre chose. Cette chronologie faite par la Cour suprême de la modification, on l'a tous vécu, on a fait des émissions sur le sujet où un jour on est à 20%, moins d'une semaine après on passe à 84%, 2 jours après, the very next day, le lendemain, ça passe à 125%. Et donc, pour la Cour suprême, ce côté TACO et ce côté changeant permanence démontrent que c'est une utilisation abusive. Que s'il y avait une urgence,
il n'y aurait pas cette fluctuation menée par Donald Trump au rythme de ses menaces. Surtout que l'explication de Bessent, c'est de dire, OK, si on n'aurait pas les frais douaniers, ce serait une vraie guerre, une guerre chaude, donc ça veut dire avec des troupes. Mais le problème, c'est que ces frais douaniers, c'est tous les pays de l'OTAN, c'est nos voisins, nos alliés. Donc de dire, OK, est-ce que Trump veut dire que si on ne pouvait pas mettre des frais douaniers sur le Canada ou la France, qu'on serait parti en guerre avec eux, à envoyer des missiles sur Paris? Ah, c'est ça, quand tu commences à combattre Trump avec de la logique, ça fait mal. Oui, et quand on voit que la logique est appliquée à travers le cadre de la loi, ben on se rend compte que c'est un échec pour Donald Trump. Donc sa conférence de presse, excusez-moi, je perds ma voix, cette conférence de presse, dans un premier temps, c'est des attaques contre les juges. Forcément, les juges, des attaques contre les démocrates et des menaces. On va écouter cet extrait. Vas-y, Thomas. Waiting the High Court's decision. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long. That I can assure you. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're an automatic no, just like in Congress. They're an automatic no. They're against anything that makes America strong, healthy, and great again. They also are a, frankly, disgrace to our nation, those justices. They're an automatic no, no matter how good a case you have. It's a no. Alors, ce qui est ironique dans ce moment-là, c'est que quelque part, à travers les lignes de la décision de la Cour suprême, on critique Donald Trump sur son interprétation abusive du pouvoir du président. Et là, il en rajoute une couche dans cette direction en disant que ses opposants sont très certainement en train de danser dans les rues. Ouais, il n'a pas dit danser dans le chat, mais c'est pas loin, de danser dans les rues. Mais là, il dit ça ne durera pas longtemps. Et du ton menaçant, il dit je peux vous l'assurer. Donc, menace, annonce de mise en place de nouveaux tarifs, différemment, on va en parler, parce qu'il y a des limitations liées à tout ça et qui font que, quoi qu'il se passe demain, aujourd'hui, c'est une défaite pour Donald Trump. On va en reparler de ces nouvelles décisions. Et puis, on est dans le narratif habituel de Donald Trump où on veut aller dans sa zone de confort. Donald Trump a besoin d'aller dans sa zone de confort et c'est pour ça que les 3 premières questions qu'il va prendre en désignant lui la personne qui va lui poser viennent de Fox News et 2 fois de OAN. Donc, ils viennent de chaînes d'extrême droite pro-Trump où il sait qu'il ne sera pas en difficulté. Et sa zone de confort aussi, c'est évidemment d'expliquer qu'il est plus intelligent que les autres. Et donc, il va expliquer qu'il a lu la totalité du dossier qui a été versé à la Cour suprême et qu'ils n'ont sûrement pas compris la décision. Il va aller jusqu'au moment sur cette phrase complètement folle en disant qu'ils n'ont tellement pas dû comprendre, les juges n'ont tellement pas dû comprendre le dossier que they didn't mean it, que leur décision, en fait, ils ne la pensent pas vraiment. On a cet extrait. They're so happy, but very, very bad for us. And I stopped it, and we'll just keep it going. So we have a totally firm decision now. And I don't think the court meant it, because the court doesn't show great spirit toward our country, in my opinion. A lot of bad decisions, but there are usually ways around it. This is something we could. Donc, on se rassure comme on peut. On explique la Cour suprême, vraiment, les juges, ils ont pris cette décision, mais
ils ne doivent pas y penser. Et puis, et je pense que c'est une erreur parce que 2024, c'était l'élection du vibe. Hein, on s'en souvient, c'était « Ah, je vais voter pour Donald Trump parce qu'il a l'air complètement cool. Je ne vais pas voter pour Kamala Harris parce que j'aime pas trop sa manière dont elle rit. » C'est un résumé, évidemment, mais il y avait cette dimension-là. Et le vibe que j'ai, moi, en ce moment, et c'est juste une interprétation, le vibe que j'ai en ce moment, c'est que, et il est basé sur les sondages, et il est basé sur les résultats des élections, il est basé même sur les réactions de fans de Donald Trump, c'est que les outils habituels de Donald Trump, le fait que Donald Trump est tous les jours à la télévision, plusieurs fois par jour, hein, on est en ce moment dans un tel remplissage de l'actualité que hier, par exemple, jeudi, il y avait 4 événements en direct différents avec Donald Trump pour qu'il occupe en permanence la sphère médiatique pour qu'on ne parle pas, tiens, par exemple, du dossier Epstein. Donc, 4 fois par jour où il répète toujours la même chose. Et ce qui a fonctionné pour lui, parce qu'en plus, il était dans l'opposition et c'était beaucoup plus facile, c'est toujours plus facile d'être dans l'opposition, c'est quelque chose à garder en tête, c'est toujours plus facile dans l'opposition. Cela marchait peut-être, mais le vibe aujourd'hui, c'est que les excuses de Donald Trump sont usées, que le public américain, que l'électeur américain est fatigué d'entendre toujours la même chose. Et lorsque vous avez Donald Trump qui raconte, pour justifier ses tarifs, pour la énième fois, qu'il a permis l'arrêt de 8 guerres, je ne sais pas si ce genre de moment, ce genre de déclaration est à la hauteur du moment et à la hauteur des angoisses réelles des Américains. Hein, je vous rappelle cette déclaration il y a quelques jours de ce sénateur Kennedy de Louisiane, pro-MAGA, qui ne comprenait pas l'attentisme de Donald Trump en disant « mais il est en train de leur dire aux Américains que tout va bien, alors que dans ma circonscription, il y a des gens qui vendent leur plasma, et on ne parle pas ici d'écran de télévision, vendent leur plasma pour pouvoir faire leurs courses. » On va écouter Donald Trump sur les guerres. Tariffs have likewise been used to end 5 of the 8 wars that I settled. I settled 8 wars, whether you like it or not, including India, Pakistan, big ones, nuclear, could have been nuclear. Prime Minister of Pakistan said yesterday at the great meeting that we had, the Peace Board, he said yesterday that President Trump could have saved 35 million lives by getting us to stop fighting. They were getting ready to do some bad things. But they've given us great national security, these tariffs have. And together with our strong borders, reduced fentanyl coming into our country by 30%. When I use them as a penalty against countries illegally sending this poison into our country to poison our youth. All of those tariffs remain. They all remain. I don't know if you know that or not. They all remain. We're still getting them, and we will after. Donc, les 8 guerres nucléaires, le Pakistan, 35 millions de personnes sauvées, tout ça grâce aux tarifs. Donc, d'un côté, on lui supprime, mais en même temps, il reste en place. Là, d'un côté, la Cour suprême lui interdit, mais d'un autre côté, la Cour suprême confirme tout ça. C'est du Donald Trump à 100%. Et encore une fois, ces images passent sur toutes les chaînes américaines. À un moment, il va même repartir. Hein, lorsqu'on parle de fatigue, on sent l'homme qui est touché, qui est visé, qui lit ses propos sans les
sans y croire vraiment. Il lit tellement sa fiche, il ne veut pas de prompteur à ce moment-là, il lit tellement sa fiche qui est en fait le texte qu'on a vu tout à l'heure sur Truth Social, qu'à la fin, on est au début de sa conférence, il va lire la phrase de fin de son Truth Social et dire Thanks for your attention to this matter, qui est la signature de la fin de son message. Heureusement qu'on ne lui a pas fait une reproduction où il y a écrit le nombre de retweets et de likes sous le post, parce qu'il les aurait lus. Il les aurait lus. Ah, ça se voit qu'il n'est pas en forme. Il est tellement atteint par ce qui est en train de se passer que il se dit, ah mais oui, hier j'étais... Déjà, on en a parlé, c'est hier qu'il était en Géorgie, du côté de cette circonscription ultra MAGA qui était celle de Marjorie Taylor Greene, où il est obligé d'aller faire campagne parce qu'on a peur de perdre et de remettre en question la majorité déjà extrêmement faible de Mike Johnson. Et donc, hier, lors de ce meeting, il a recycler un de ces trucs habituels qui est de raconter comment un homme, vient le voir, que c'est des hommes extrêmement intelligents, extrêmement puissants, des hommes forts. Très souvent, ce sont des militaires d'ailleurs qui ont vécu les pires des guerres et qui ont les larmes aux yeux de le voir et qui lui disent « Sir ». Merci pour ce que vous faites. Et donc, hier, c'est un classique chez Donald Trump. C'est un classique, ce que je viens de vous raconter. Hier, il est parti dans cette veine-là en expliquant que grâce aux tarifs, il a désormais, lorsqu'il fait le tour du pays, bon, sauf à l'usine Ford, n'est-ce pas, Cody? Lorsqu'il fait le tour du pays, les gens viennent le voir, les larmes aux yeux, en lui disant... Est-ce que je peux vous embrasser? Est-ce que je peux vous embrasser? Il est même allé plus loin en disant que s'il n'y avait pas des caméras, cet homme d'affaires de Géorgie qui est venu le féliciter lui aurait embrassé violemment. Ouais, on est en plein univers Epstein, mais bon, en tout cas, il y a ces dimensions. Et il s'est dit dans ce moment où il doit aller dans sa zone de confort que alors que les États-Unis souffrent comme ils n'ont jamais souffert, qu'on vous a donné cet ralentissement de l'économie aux États-Unis avec ce 1,4 de croissance, alors que du côté de Donald Trump, on était allé jusqu'à parler de 8%, Donald Trump a raconté cette histoire du fait qu'on voulait l'embrasser. Vas-y Thomas. Around the clock, almost 7 days a week. He said, "Sir, I want to kiss you so badly," and I said, "No, thank you." But you know what? He just. Encore un clip pour les archives. Non, mais un clip complètement fou, et c'est pas la première fois qu'il nous sort cette histoire, ce style d'histoire, bien sûr pas du tout inventé pour sa propre gloire. Qu'est-ce que ça... Déjà, dans quel discours est-ce que ça a sa place, cette phrase? Mais encore une fois, dans celui-là, vous voyez vraiment comment il est dans un état énervé, qui parle donc de ces 8 guerres, des hommes qui veulent embrasser, tout ça, c'est qu'il est vraiment au bout, quoi. Ouais, et puis évidemment, il va expliquer le même jour où on apprend que l'inflation repart à la hausse et qu'on est à 1,4%. Il va expliquer que le pays est booming, pas besoin de revoir ça, l'extrait, on est habitué. Et puis finalement, il revient sur ces nouveaux tarifs. On va faire une pause dans quelques secondes et on va en reparler, mais je voudrais vous laisser avec cet extrait parce qu'en plus, il vous concerne, vous, amis du Canada. Il explique qu'en fait, en revenant sur ces tarifs qu'il pouvait appliquer à volonté, et du coup, en confirmant le fait qu'il pouvait en utiliser d'autres, on va y revenir, la Cour suprême venait de lui donner un pouvoir encore plus fort, parce que ces autres mécanismes, dit-il, sont encore plus puissants que ceux qu'il utilisait. Donc, il est en train de nous faire croire qu'il avait décidé de faire du soft, alors qu'en réserve, il a les golden il avait les vrais missiles, et que les vrais missiles, il ne les avait pas utilisés, qu'il était allé à la chasse avec un filet à papillons. Et
pour confirmer ça, il va nous raconter que, comme hier, il a raconté par exemple que lors de son sommet de son Conseil pour la paix, il a annoncé qu'il avait reçu une lettre du Danemark, qu'il pensait que c'était l'annonce du prix Nobel, mais que non, finalement, ce n'était pas ça, pour lui annoncer que le prochain sommet aurait lieu au Danemark. Dans la foulée, le gouvernement danois a été obligé de publier un communiqué de presse en disant que non seulement il n'était pas membre, mais qu'il n'avait jamais proposé que le sommet ait lieu chez eux. Ben là, Donald Trump, pareil, pour expliquer que le Canada revient vers lui en lui expliquant que c'est une très mauvaise décision ce que vient de prendre la Cour suprême, parce que du coup, il va devoir encore punir de manière plus forte le Canada. Vas-y, Thomas. Around the clock, almost and smart. He said, you know, I think this means you're allowed to charge us more tariffs than before. And Canada said to Jameson, I might want to say it, Jameson, but Canada said, I hope you win this decision, because if you don't win, you'll actually be allowed to charge us, with a little additional work, higher tariffs. Jameson, you want to comment on that? Donc, il commence en parlant du Vietnam, en disant « J'étais avec cet homme extrêmement puissant. » Je vous ai coupé le début. Cet homme extrêmement puissant, qui est le responsable, extrêmement puissant et extrêmement intelligent, qui est en charge du Vietnam, on ne sait pas vraiment qui c'est, en expliquant qu'il lui a dit en sortant « Ah, mais si je comprends bien cette décision, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir nous charger encore plus en frais douaniers. » Il dit « Mais c'est pareil, le Canada, alors qu'on sait la position du Canada, les menaces de Donald Trump d'utiliser des tarifs de 100% contre le Canada, si on en croit Donald Trump, le Canada lui a dit, à travers le pauvre gars qui a été lâché, Jamieson, qui est celui qui est en charge des négociations du côté américain, il a été balancé sous les roues du camion, en lui disant « on espère que vous allez gagner la décision de la Cour suprême, parce que si vous ne la gagnez pas, ben, ça veut dire qu'on va encore plus payer, c'est ça. » Voilà, c'est Donald Trump qui s'adresse aux États-Unis et qui ne veut pas être perdant dans une décision où il est perdant à 100%. Et donc, ça fait que ça devient tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Et donc, évidemment, on arrive au moment où Donald Trump, il vient d'en parler là, en disant que maintenant, il avait le droit d'utiliser des outils encore plus puissants, où Donald Trump dit en fait, rien n'a changé. Et je vois qu'il y a quelques minutes, Scott Bessent était sur Fox News et que c'est l'élément de langage de la défense de l'administration Trump. C'est-à-dire, non, mais en fait, c'est un tout petit truc. Il n'y a rien qu'à changer. On va continuer comme ça. Ça va juste changer de nom et de catégorie, de chiffres, mais rien n'a changé. Et donc, on va évidemment parler de ces nouveaux frais douaniers, ce que ça veut dire, et la question du remboursement, Cody. Parce qu'il y a un sacré chiffre pour rembourser. Exactement, à tout de suite.